Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. La semaine a été riche en événements. Conférence de la CLTD avec ses hauts et ses bas, avec ses couacs, ses défections. Le bal en coulisses des égos des uns et des autres, avec le contre-meeting organisé à grands frais par le FLN. Ce fut aussi l'injonction par le pouvoir faite aux imams de faire de la politique en faveur du régime, de l'armée, et jusqu'à implorer la bénédiction sur le présidentissime du haut de leur manabir le jour du vendredi par un régime qui dénie à quiconque d'autre d'user de la religion à des fins politiques. Ce fut aussi l'attentat au Pakistan qui a fait 72 morts et qui a été passé à la trappe par la presse mondiale parce que tout simplement la valeur boursière médiatique des victimes n'est pas la même selon que celle-ci trépasse sous des latitudes ou sous d'autres. C'est aussi la sortie du ministre des Finances qui dit vouloir s'engager dans une curieuse démarche de formaliser le commerce informel pour grignoter de l'impôt jusque dans le business du trabendisme. Et événement magistral s'il en est, même s'il n'a pas fait la une des journaux, ni le prime time des télés, la marche des enseignants contractuels de Bjaya qui ont décidé d'aller sur le terrain, dans la rue, et qui ont marché de Bjaya à Alger à pied, sans susciter une véritable solidarité de leurs collègues, il faut le dire, en ces temps de sécheresse solidaire. Aujourd'hui, El Watan. Troisième jour de la marche des enseignants contractuels, on attend une décision politique du président de la République, par Amar Fedjri. El Watan également. Place du 1er mai, des jeunes criaient, jugeaient Chekib Khalil, par Méziane Rabben. Liberté. L'ISCO adopte une charte d'obligations consensuelles, opposition, les divergences surmontées, par Farid Abdeladim. Karim Kabir, merci d'être avec nous. D'abord, je présente les invités avec nous par ordre alphabétique. Nabil Fergenis, chargé de communication de la SNAPAP, Bjaya. Karim Kabir, journaliste à Alger. Karim Tabou, président de l'UDS Alger. Nous, pour le moment, nous n'avons pu joindre que Karim Kabir qui est avec nous. Karim Kabir, merci d'être avec nous, Karim. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Karim, j'aurais voulu aller directement vers un sujet qui est en train de faire la une, si on peut dire, de tous les réseaux sociaux. L'affaire Chekib Khalil, qui hier était en train de faire le tour d'Alger à bord de son véhicule, suivi par deux autres véhicules de garde du corps. Il a été reconnu au niveau de la rue Assib Mbouali. Des passants lui ont couru après en criant voleur, etc. Puis plus loin, il s'est arrêté à, nous dit-on, hein, ça reste à confirmer, à place du 1er mai, il serait descendu et si ce n'était la présence de ces gardes du corps, il aurait été violemment pris à partie par les passants qui seraient agglutinés autour de lui. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, Karim? Ben, écoutez, je pense il y a comment dire, il y a une approche diamétralement opposée ou j'allais dire une explication en tout cas tout à fait diamétralement opposée entre ce que veut le message que veut délivrer le pouvoir en accueillant bras ouverts le retour de Chekib Khalil en lui réservant un accueil digne d'un cadre supérieur de l'État
et puis ce que pense le peuple algérien de Chekib Khalil. En fait, dans l'imaginaire national, beaucoup considèrent que c'est un personnage qui est accusé de détournement de deniers publics. Il a été cité par la presse dans beaucoup d'affaires de corruption. Donc, à ce titre, tant que la justice n'a pas tranché, ne s'est pas saisie de l'affaire, donc aux yeux de pans entiers de la population, Chekib Khalil est présumé coupable. Donc, pratiquement, vous pouvez considérer qu'aux yeux de la population, la preuve est entendue. Mais Karim Kabir, normalement, la présomption de culpabilité n'existe pas en droit. Il y a une présomption d'innocence jusqu'à la preuve que l'accusé est coupable. Mais sinon, il faut dire que non seulement la justice a lancé contre lui un mandat d'arrêt ou d'amener national, puis international, que la justice italienne l'a cité, que le procureur général de l'époque lui-même, dans des déclarations publiques, y compris à la télé publique, a dit qu'il était sous le coup de poursuites pénales très graves, lui, son épouse, ses enfants. Donc il n'y a pas de présomption de culpabilité, mais il est sous le coup de poursuites pénales décidées par la justice algérienne elle-même. Et aujourd'hui, non seulement il est lavé de tout soupçon par un Saadani qui est devenu le porte-parole officiel du clan présidentiel, il est lavé un peu par tout le monde, il est reçu en grande pompe par le Wali d'Oran au salon d'honneur, et même hier, il a été honoré par la Zawiya de Sidi Mohamed Ben Mezroug dans la wilaya de Djelfa, et il aurait dit dans un discours à la même Zawiya, j'ai été et je suis toujours au service de mon pays, comme il aurait pu dire, je me suis toujours servi de ce pays, je continuerai toujours à m'y servir ou à m'en servir. Sinon, comment expliquez-vous une telle outrecuidance, un tel culot, une telle audace de ces pouvoirs publics qui, une fois le poursuivent, le jettent en pâture à la foule, à la multitude, puis dès le lendemain disent que c'est le meilleur ministre que le pays a connu depuis l'indépendance, qu'il est très honnête, qu'il a été injustement accusé. On aimerait comprendre. Djemal, je pense que vous êtes bien placé pour comprendre comment que ça se passe, ce genre de situation en Algérie. En fait, quand l'affaire a éclaté, donc elle a été traitée par la presse. Bon, il y a la justice italienne qui a cité Salim Bjaoui, qui est considéré comme un intermédiaire dans les présumées commissions en faveur du groupe italien. Mais il ne nous appartient pas à nous en ce moment. Nous n'avons pas, on n'a pas les preuves pour prouver est-ce que Chekib Khalil est coupable ou non, mais c'est à la justice algérienne de le dire. Mais jusque-là, à travers la réponse, en tout cas, des autorités aujourd'hui, c'est pour dire que, pour passer le message que Chekib Khalil est innocent, qu'il n'a rien à voir, mais mieux que ça, en le réhabilitant de cette manière, en voyant comment il a été accueilli, et comme vous venez de le souligner, en recevant Chekib Khalil par la Zawiya Djelfa, cela signifie que le bonhomme est, de mon point de vue, est pressenti à occuper un poste, si ce n'est pas le poste supérieur de la magistrature. Mais justement, Karim, Chekib Khalil, selon Saadani, je cite Saadani, il dit Chekib Khalil mérite de revenir en tant que ministre, voire à un poste plus élevé que ministre. C'est sa déclaration intégrale et littérale. Absolument, ça veut dire que plus haut que le ministre soit, qu'il va... Moi, j'essaie de lier ça avec les attaques contre Ouihia, donc on peut considérer qu'a priori qu'il est pressenti à lui succéder, c'est-à-dire comme le chef de cabinet ou bien comme conseiller au niveau de la présidence.
ou bien c'est le candidat le plus consensuel au niveau des clans du pouvoir pour préparer la succession de Bouteflika. Donc c'est de mon point de vue, c'est la lecture qu'il y a lieu de faire sur ce retour, d'autant plus que Chekib Khalil est connu pour être quelqu'un qui est proche des Américains. Donc c'est une autre carte maîtresse que le régime peut-être veut jouer pour organiser la succession à Bouteflika. Mais à ce point, Karim, à ce point, vous pensez qu'il pourrait aller aussi loin? Mais ils n'ont jamais eu le souci de prendre en considération ce que pense le peuple algérien. Ils ont eu toujours le mépris du peuple algérien. On n'a jamais connu d'élection libre c'est-à-dire ils n'ont pas de compte à lui rendre. Hein. Donc ce qui se passe, ça se règle au niveau du régime, ça se fait entre les différents clans. Et c'est tout, sans plus. Mais ils n'ont jamais écouté ce que dit la population. Restez avec nous, Karim Kabir. Je reçois à présent Nabil Ferguenis, chargé de communication SNAPAP. Nabil Ferguenis, merci d'être avec nous. Oui, bonjour monsieur, merci. Bonjour. Alors, vous êtes donc chargé de communication SNAPAP, mais on nous dit que vous avez participé à cette marche des enseignants Bjaya à Alger. Oui, je suis chargé de communication au niveau de la Fédération Éducation du SNAPAP. Alors le SNAPAP, il est toujours, il fait partie de cette marche. Et c'est une partie prenante à l'intérieur. Alors, c'est parmi les initiateurs aussi de cette marche. Alors, on a participé à cette marche de Alger, de Béjaïa jusqu'à maintenant à la gare Omar. Alors, d'abord, expliquez-nous comment s'est passée cette marche. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, les difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous avez été soutenu par vos confrères, vos collègues, par la population lors de votre passage à côté des villes, des villages que vous avez traversés? Ouais. Alors la marche a commencé exactement le dimanche passé, c'était un 27 mars 2016. C'était le point de départ, c'était la direction d'éducation de la wilaya de Béjaïa. Et la destination, c'était la capitale, Alger. Alors, les revendications, c'est l'intégration des contractuels dans le secteur d'éducation sans condition. C'est après tant de travail, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On a une femme ici, dans la marche, elle est venue de Annaba. Elle a passé 15 ans dans le secteur de l'éducation comme contractuelle. Alors, c'est vraiment aberrant. Alors, c'est une marche héroïque. Alors, on a passé par tous les villages de la Kabylie jusqu'à maintenant, alors de Béjaïa jusqu'à la gare Omar actuellement. Alors, c'était vraiment il y a une solidarité et une sympathie vraiment de la société civile. Il y a des maires aussi qui se sont impliqués. Alors, à chaque fois qu'ils donnent de la nourriture pour les marcheurs. Alors, c'est vraiment, même des associations, on remercie aussi l'association arabe. C'est vraiment, alors on a passé la première nuit, c'était à Lexor, c'est à 22 km de Béjaïa. Mais le directeur de l'IFI, le proviseur, il n'a pas voulu vraiment ouvrir le portail de l'IFI. Mais avec les syndicats, le SNAPAP, CLAPEST aussi, il a participé à ouvrir le portail. Après, on a passé une nuit à Lexor, au lycée technique de Lexor. La deuxième nuit, c'était à Akbou, c'est après 65-70 km de Béjaïa centre. Alors, c'était au lycée Hassa. On a trouvé toujours le même problème du portail, mais on a fait toujours le forcing de rentrer à l'intérieur, mais sans vraiment incident. On remercie le maire d'Akbou. Alors, vraiment, mais il a donné vraiment tous ses moyens pour aider les marcheurs. Alors, la nourriture, on a donné au lycée, mais avec la participation aussi de maire. Il y a quelques associations d'Akbou. La troisième halte, c'était à Chorfa. C'était la journée de... le trajet, c'était à Chorfa, c'était avant-hier. Chorfa, c'était une journée de 29 mars, je pense. Hein. C'était à Chorfa. C'était la même chose aussi, mais la société civile vraiment
Elle a été vraiment très très solidaire avec les marcheurs. À Bechloul, on a trouvé aussi des difficultés de rentrer. Après, on a fait une halte et une marche, même un sitting devant le portail du lycée Khalas, je pense que c'est le lycée Khalas. C'était à Bechloul, au centre sur l'arène 5 de Bouera. Mais on remercie surtout les maires de Hizar, Ahnif, Bechloul, Takarboust. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Il y a Bechloul, Takarboust, Hizar, Ahnif. Je pense que celui-là. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Alors vraiment, ils nous ont offert un dîner au niveau de la salle des fêtes Sarah, avec la participation de tous ces maires. Alors on remercie la population de Bouera, de Bijaya pour l'accueil et tout ça. Et actuellement, hier aussi, on a passé la nuit au lycée Krim Belkacem à Bouera. C'était vraiment aussi infernal de rentrer au lycée. Même le DE de Bouera, nous, Snapap, on dénonce le comportement de ce directeur de l'éducation de Bouera. Il est venu à 22h. Il n'a pas accepté que les femmes enseignantes dorment dans le dortoir du lycée. Alors c'est vraiment un comportement indigne de premier responsable de ce secteur à Bouera. Alors le SNAPAP a dénoncé hier soir déjà ça. Alors, mais on a résisté, on n'a pas laissé faire. Alors il est sorti. On remercie aussi quelques députés de Bouera qui sont venus hier. Alors ils ont offert aussi le dîner pour les marcheurs. Ils nous ont aidé. La population de Bouera, vraiment, elle était très sympathique avec le mouvement. On remercie tout le monde qui a participé, soit la société civile, soit les syndicats. Alors nous, on était les initiateurs, le SNAPAP et le CLA, il était toujours une partie prenante de ce mouvement. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Nous accueillons à présent Karim Tabou, président de l'UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Karim Tabou. Est-ce que Karim Tabou est avec nous? Il semble qu'il y... Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver tout de suite. Je reviens à Karim Kabir. Karim Kabir, qu'est-ce que vous pensez nous reviendrons sur cette marche de Bjaya, mais sinon, en attendant que Karim Tabou nous rejoigne, quel est votre propre bilan de Mazafran 2 de la CLTD en tant que journaliste? C'est-à-dire, c'est prématuré de faire un bilan de la seconde conférence, mais même si, voir les comptes rendus de presse, donc il y avait en fait, ils ont fait plutôt le bilan de la première conférence, entre la première et la deuxième, ce qu'ils ont fait, toutes les actions qui ont été entreprises. Mais en même temps, ils se sont dit certaines vérités pour rendre un peu l'initiative plus efficace et créer un rapport de force au niveau de la société. Parce que aujourd'hui, ils ont compris qu'il ne suffit pas de se réunir, de publier des communiqués ou de se retrouver dans une conférence entre quatre murs pour créer un rapport de force, mais plutôt qu'il faut descendre dans la rue et aller à l'encontre des citoyens. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais vous savez quand même qu'il y a beaucoup de contraintes et ils le savent. Il y a beaucoup d'entraves de la part de l'administration, de la part des pouvoirs. Mais bon, comme j'ai toujours dit, je pense que le fait qu'ils se soient retrouvés entre diverses obédiences et entre divers partis autour d'une plateforme commune et autour d'une feuille de route, c'est déjà une victoire. Maintenant, la deuxième étape, qui est la plus importante et qui est, à mon avis, qui est la plus délicate, on regarde la situation générale du pays et de l'attitude du pouvoir, c'est comment créer ce rapport de force au niveau de la société. Et c'est ça, je crois, que c'est là où on va réellement mesurer est-ce que cette opposition est capable
réellement de changer le rapport de force au niveau de la société, ou bien si vraiment elle est réduite uniquement à des appareils. Mais je pense que globalement, c'est quelque chose de positif. Restez avec nous, Karim Kebir. Restez avec nous. Nous revenons à Karim Tabou que nous venons de retrouver. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci. Karim Tabou, je vais aller droit au but, comme on dit. Quel est votre bilan de la CLTD Mazafran 2 par rapport à Mazafran 1? Y a-t-il eu une avancée, un recul? Je ne pense pas que ce soit un recul. On avance de toutes les difficultés de faire remettre le travail politique, l'adhésion à l'exercice de la politique. Ce pays a eu une guerre civile, ce pays a vécu un discrédit absolu politique, ce pays a vécu beaucoup de mensonges, beaucoup de déceptions, beaucoup de trucages, beaucoup de violence. Il est évident que pour reconstruire les ressorts qui sont cassés dans la société, pour réinventer le politique, pour réinventer l'adhésion de la population à l'exercice de la politique, à l'exercice de la... Ah, avons-nous perdu Karim Tabou? Avons-nous perdu Karim Tabou? On l'a encore perdu, nous allons essayer de le retrouver. Il a un deuxième numéro que nous allons utiliser. Karim Tabou, Karim Kebir, je reviens à vous. J'aimerais faire avec vous quelques petits constats rapides sur les événements de la semaine. Cette injonction, pour ne pas dire cette instruction faite aux imams de faire de la politique le vendredi passé pour glorifier le régime, l'armée, implorer la bénédiction sur le président de la République. Karim, nous vous avons perdu. Karim Kebir aussi. Donc je reviens à Nabil Fergenis. Nabil Fergenis, j'espère. Ouais. Ah, vous êtes avec nous. J'espère qu'on ne va pas vous perdre, vous aussi. Alors, je suis là. essayez de nous dire un peu les raisons profondes de cette marche. Pourquoi? Quelles sont les motivations? Pourquoi cette marche? Alors, les motivations de cette marche, alors comme je dis tout à l'heure, qu'il y a des enseignants qui sont sur le poste de contractuel vacant dans le secteur d'éducation depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, chaque année, ils passent le concours. Alors, mais le concours en Algérie, comme tout le monde le savait, il y a Ben Amis qui passe toujours. Alors, en plus, il y a le nombre de postes ouverts pour cette année, par exemple. Madame la ministre, elle a ouvert 20 000 postes pour le concours de cette année. 20 000 postes, je dis bien 20 000. Et les retraités d'éducation qui vont sortir en retraite au 31 août 2016, c'est 25 000 retraités. Alors, en chiffre, on aura, en plus, il y a 25 000 contractuels sur le terrain. Alors, 25 000, plus les 25 000 qui vont sortir en retraite, on aura 50 000. 50 000 postes vacants pour le mois de septembre, le 1er septembre, à la rentrée prochaine, scolaire. Alors, il y aura 50 000 postes. Mais Madame la ministre, elle a ouvert que 20 000 postes. Alors, il restera toujours 30 000 postes. Alors, l'année prochaine, on sera toujours avec 30 000 contractuels aussi. Alors, si on veut vraiment débarrasser de ce problème, de la précarité du travail, de la contractualisation de ce métier, alors on doit faire face à ce problème. Alors on doit ouvrir plus de postes. On doit trouver un contractuel dans le secteur de l'éducation. Surtout le secteur de l'éducation, nous au SNAPAP, c'est vraiment aberrant de trouver un contractuel dans le secteur de l'éducation. On peut trouver un suppléant, quelqu'un qui est malade, on peut le remplacer, d'accord. Mais pour un contractuel et trouver 30 000 contractuels dans le secteur... Restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Nous avons retrouvé Karim Tabou. Comme nous risquons encore de le perdre, nous allons profiter
d'avoir pu le joindre de nouveau. Karim Tabou, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. C'est Jamal, Oui, Karim Tabou. Ça commence à bien faire cette histoire de téléphone. On va presque aller jusqu'à croire qu'il y a des tentatives de couper les gens qui sont en communication avec nous. On ne comprend plus. On comprend plus. Karim Kabir, vous êtes avec nous? Karim Kabir? Oui. Karim Kabir? Oui, oui. Oui, oui, j'espère qu'on ne va pas encore vous perdre. On est en train de perdre nos invités l'un après l'autre. Karim Kabir, j'aimerais faire avec vous un passage sur les quelques points de l'actualité de cette semaine. Je vous disais tout à l'heure que le régime a enjoint aux imams de faire leur serment du vendredi passé selon des instructions bien précises. Il leur a demandé en fait de faire de la politique, lui qui dénie à quiconque de faire de la politique au nom de la religion. Oui, c'est encore c'est encore la marque de fabrique de ce régime, c'est-à-dire on est dans la régence, on n'est plus dans une gouvernance normale, mais plutôt dans un autoritarisme total. Parce que là, c'est justement, ça contredit tous les discours qu'ils développent vis-à-vis de l'instrumentalisation de la religion et des mosquées. Et là, justement, ils donnent des arguments à d'autres pour dénoncer ou pour eux-mêmes aussi réclamer leur part d'utiliser ces mosquées aussi pour faire passer leur message ou leur discours ou leur programme. Mais encore une fois, c'est pour vous dire qu'il fait très peu cas de ce que dit la société, encore moins de chercher à tirer les conclusions de ce que le pays a enduré. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est la finalité, c'est comment durer et c'est comment entretenir un peu son message et son discours vis-à-vis de la société, puisque aujourd'hui on essaie de jouer sur le registre un peu de la sécurité pour donc mobiliser toute la société, et là il essaie de mobiliser un peu toute sa clientèle et les mosquées ne font pas exception puisqu'ils sont gérés par le pouvoir. Restez avec nous, Karim Kabir. Karim Tabou, nous vous retrouvons encore. J'espère que ce n'est pas un sabotage, pour dire les choses comme elles sont. On vous perd à chaque fois. Karim Tabou. Karim Tabou, vous êtes avec nous? Allô? Oui, Karim, Oui, je vous laisse je vous entends. poursuivre. Je vous laisse poursuivre donc ce que vous disiez. Karim Tabou, vous faisiez votre propre lecture de Mazafran 2 de la CLTD. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est vraiment navrant. Nous n'arrivons pas donc à joindre Karim Tabou. Et dès que nous réussissons à le joindre, nous le perdons. Alors que nous ne perdons pas d'autres invités. Nous perdons aussi Karim Kabir de temps en temps. Merci en tout cas, Karim Tabou. Nous essayerons d'organiser avec vous une autre fois une émission pour parler de ce sujet ô combien important de Mazafran 2 de la CLTD. Et nous revenons à Karim Kabir, nous reviendrons à Nabil Verguennis pour lui permettre de clore, de nous donner d'autres indications, puisque c'est la deuxième émission que nous consacrons à la marche de Béjaïa à Alger des enseignants. Donc je reviens à Karim Kabir. Karim Kabir, Oui. au sujet de l'attentat du Pakistan,
après celui de Bruxelles. Nous avons remarqué tous, hein, vous comme moi, tous les journalistes, les opinions publiques aussi, que 72 morts, qui est un chiffre énorme, l'événement est passé à la trappe. Il n'a pratiquement pas été traité de la même manière que l'a été l'attentat de Bruxelles. Oui, bon, je pense, à mon avis, ça résume un peu les deux poids, deux mesures dans le traitement ou dans l'approche un peu de cette question par les Occidentaux. Parce qu'en fait, je crois, même beaucoup de monde, en tout cas, ont ressenti un peu cette différence de traitement lorsqu'il s'agit d'un attentat en Europe ou lorsqu'il se passe ailleurs, parce qu'il n'y a pas uniquement le Pakistan, il y a des gens qui meurent aussi en Syrie chaque jour et en Irak, il y a aussi au Nigeria il y a quelques jours. C'est-à-dire, il y a une forme d'injustice, il y a une forme de double traitement par les Occidentaux. Mais je crois qu'il y a des intellectuels aussi, il y a une société civile qui essaie un peu d'attirer l'attention des gouvernants occidentaux parce qu'ils ne peuvent pas susciter un peu comme ils essayent de le faire ou comme appellent les experts, c'est-à-dire à une réponse globale au terrorisme si par ailleurs on essaye de traiter, je m'excuse l'expression, les morts différemment. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont touchées, ce sont les mêmes familles, les mêmes drames qui peuvent se passer au Pakistan comme ils peuvent se passer ailleurs. Donc ils ont la même valeur. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on s'offusque, qu'on est triste lorsqu'il s'agit d'occidentaux et par ailleurs on essaie de fermer les yeux. Mais encore une fois, cela est peut-être lié à beaucoup de questions, peut-être à une forme de culture, peut-être à une forme justement, Karim, Karim Kabir, on a l'impression justement que ce n'est pas seulement le fait des médias et des gens qui manipulent les opinions publiques, on a l'impression que même les opinions publiques elles-mêmes, y compris les nôtres, les opinions publiques du Sud, s'intéressent plus aux tragédies qui ont lieu en Occident, qui se déroulent en Occident, et leur donnent toute l'importance qu'elles leur donnent, alors que quand il s'agit des tragédies qui ont lieu dans les latitudes sud, même nos propres opinions publiques, elles semblent prendre ça par-dessus la jambe, comme si ça n'avait pas vraiment d'importance, quoi. C'est curieux. Vous avez prononcé le mot culturel, c'est un peu vrai, hein. C'est comme si on avait été formaté pour réfléchir, pour réagir de cette façon. On le dit chez nous, Jamal, c'est-à-dire on est respecté lorsqu'on se fait respecter. En fait, l'extérieur ne nous perçoit qu'à travers l'image que nous renvoyons de nous-mêmes. Mais si nous, à notre niveau, nous n'avons pas fait suffisamment pour nous faire respecter sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le respect des libertés, sur le respect des droits de la femme, sur la tolérance, sur un peu la bonne gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption, forcément les autres ne nous prennent pas au sérieux et donc forcément ça se répercute aussi sur la manière dont ils nous perçoivent. Donc forcément, quelqu'un qui meurt chez nous n'a pas la même valeur que quelqu'un qui meurt en Suède. Mais je persiste aussi à dire qu'il y a une forme de méconnaissance parce que nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts pour être visibles vis-à-vis des autres. Parce que en général, c'est les autres qui nous dominent à travers l'information. C'est pour ça qu'on connaît beaucoup plus mieux l'Occident que eux nous connaissent. Donc forcément, je crois que cette conjonction de ces deux facteurs font que les Occidentaux, l'opinion occidentale,
ne voient pas de la même manière quand un attentat se passe au Nigeria et quand il se passe à Stockholm. Je reviens à vous dans un moment, Karim Kebir, pour vous demander de nous parler un peu de cette intention du ministre du Commerce qui a annoncé vouloir normaliser, formaliser le secteur de l'informel, ça veut dire tout ce qui est trabandisme, tout ce qui n'est pas déclaré, pour, semble-t-il, élargir l'assiette fiscale pour pouvoir faire rentrer plus d'impôts en ces temps de vaches maigres. Je reviendrai à vous dans un moment et je reçois à présent Nabil Ferguennis. Nabil Ferguennis, expliquez-moi un peu, expliquez-nous, vous, les enseignants qui êtes tous d'un niveau relativement élevé, parmi le niveau intellectuel, parmi les plus élevés de la société. Donc, normalement, des gens qui ont une vraie conscience politique, une vraie perception de la situation telle qu'elle est vraiment, une vraie appréciation de la situation du pays. Expliquez-nous comment se fait-il que vous n'êtes pas solidaires, même les uns avec les autres, vous-même, les enseignants avec les enseignants. Pourquoi cette dispersion dans vos rangs? Pourquoi ce manque de solidarité criard? Expliquez-nous un peu. Comme vous le savez, en Algérie, il y a 10 syndicats dans le secteur de l'éducation. Je dis bien 10. Alors on trouve 2 ou 3 qui sont vraiment aux côtés des travailleurs. Et les 7 autres sont des syndicats fantoches, c'est des syndicats maison, c'est des syndicats qui jouent, qui ne défendent pas les causes justes des travailleurs, mais elles se rallient toujours aux côtés du ministère. Hein? Oui, mais alors, dans ce cas, Nabil Ferguennis, excusez-moi de vous interrompre. Dans ce cas, les enseignants, ils ne sont pas dupes à ce point. Ce ne sont pas de simples kidam à qui on l'a fait comme on veut. Ce sont des enseignants qui transmettent le savoir. Comment ne savent-ils pas que ce sont des syndicats marrons, des syndicats maison qui sont là pour être les relais du régime, pour essayer de semer la zizanie dans vos rangs? Pourquoi ne sont-ils pas zappés, neutralisés, évacués de vos rangs, tout simplement? Nabil Ferguennis? Nous l'avons encore perdu? Vous allez me dire que nous l'avons encore perdu? Je reviens à Karim Kebir en attendant que nous pourrons retrouver Nabil Ferguennis. Karim Kebir, vous avez un téléphone qui a dû passer par la Zawiya là, qui a reçu Chakib Khalil Harz Sahih. Puisqu'on ne vous perd pas comme les autres. Karim Kebir. Oui. درت فيها حرز التليفون ولا كيفاه؟ Karim. Je ne sais pas. Ah, sûrement. Il faut nous donner l'adresse de la Zawiya là. Hein. Karim. C'est une magoureya. يما قوريا زاوية صحيحة يا أخويا. يما قوريا c'est la Zawiya des gens honnêtes. Des gens qui ne reçoivent pas des Chakib Khalil pour lui attribuer des certificats d'honorabilité. Karim Kebir, le ministre du Commerce qui veut, ils vont tout faire, ils vont tout nous faire. Ils vont faire les choses les plus hallucinantes, les plus incroyables. Comme si on pouvait normaliser, formaliser un trabendiste. Quelqu'un qui passe par les chemins détournés, qui brûle la frontière, comme on dit, pour aller ramener des marchandises qu'il importe frauduleusement, qu'il vend frauduleusement, sans facture, sous le manteau. Le ministre du Commerce veut le formaliser pour pouvoir prélever de l'impôt du commerce informel. Expliquez-nous un peu comment tout ça peut être possible. Ben, honnêtement, à mon avis, au risque de me tromper, bien entendu, je pense que c'est voué à l'échec. C'est une entreprise qui est vouée à l'échec. C'est une entreprise strictement politicienne parce que
on l'a vu après 2011, quand il y avait les émeutes, le début d'émeutes, en tout cas quand ils avaient peur un peu de la contagion du printemps arabe, quand ils se sont attaqués à quelques petits vendeurs à la sauvette, on a vu ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le marché informel en Algérie est très puissant, parce qu'il n'y a pas on n'a pas de politique économique. Donc, forcément, tout le monde se retrouve dans l'informel. Le gouvernement le sait, il en est convaincu. Ils ont même organisé un séminaire, ils ont vu combien le Trésor, combien le gouvernement perd comme argent dans l'informel. Aujourd'hui, ils essaient de trouver une solution, quand ils disent, pour récupérer un peu les impôts, comme ils essaient de le présenter. Mais en fait, c'est une façon d'essayer de légaliser d'une certaine façon l'informel, mais c'est beaucoup plus pour, encore une fois, pour anticiper sur d'éventuels, pour ne pas heurter ce marché informel. Parce qu'ils savent s'ils s'attaquent à l'informel de façon résolue, de façon ferme, ils risquent d'avoir affaire à créer des problèmes. Et comme ils sont dans une situation aujourd'hui où sur le plan il y a la contraction des réserves de change, ils ont des problèmes avec la chute des prix de pétrole, donc forcément ils vont essayer d'aller avec une politique un peu plus douce, mais je ne pense pas qu'ils vont, comme je vous l'ai dit, et qu'ils vont réussir, parce que en fait il y a une relation entre l'investissement et la création d'emplois. Et comme aujourd'hui, tout est dans l'informel, ils n'ont pas les jeunes en tout cas qui sortent, qui sont dans le marché ou ceux qui échouent à l'école, forcément ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers l'informel. Bon, le gouvernement, soi-disant, il essaie un peu, comme il dit, de récupérer les impôts, de le légaliser, mais ils ne peuvent pas. On a vu avec la campagne qui a été faite par Dahoud Qabliya, on a vu aujourd'hui, en tout cas, ils ont les statistiques. À chaque fois qu'ils enlèvent 10 vendeurs, ou plutôt ils essaient de leur créer un marché comme ils ont essayé de le faire, le lendemain ils se retrouvent avec 10 nouveaux vendeurs qui installent d'autres tables, parce qu'eux aussi, ils se disent qu'ils vont nous offrir un local, donc ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas une politique économique, une politique d'investissement pour créer réellement de l'emploi, un emploi stable. Mais Karim, comment ils vont faire, eux qui veulent formaliser l'informel? Comment ils vont faire pour les bureaux de change entre guillemets, Taskoar, Port Saïd, tous les bureaux de change qui se trouvent dans toutes les villes algériennes? Chaque ville algérienne a son bureau de change informel, qui n'est pas officiel, où les devises, toutes les devises fortes s'échangent en pleine rue, sur les capots des voitures, où, selon quelqu'un que je connais bien, plusieurs dizaines de millions de dollars ou de dizaines de millions d'euros s'échangent chaque jour. Chaque jour. Comment vont-ils faire pour formaliser ces circuits d'échange parallèles? Ils vont officialiser les bureaux de change informels, clandestins? Ils ont l'intention de faire, mais justement, c'est à eux de nous apporter la réponse. Mais moi, je vous dis, honnêtement, je suis pessimiste parce que tout est fait, tout est construit parce que c'est une forme de réaction à une situation donnée, mais ça ne s'inscrit pas dans une grande stratégie, dans une politique économique à long terme pour relancer la machine, enfin pas relancer, mais pour mettre en place les mécanismes d'une véritable économie. Là, ce sont ils essayent, c'est des mesures qu'ils essayent un peu d'improviser, parce que ça procède beaucoup plus de l'improvisation, pour essayer un peu de faire face à la nouvelle situation créée par la chute des prix du pétrole, mais nous ne savons pas comment ça va évoluer, ni si ça va être efficace. Mais moi, personnellement, je vous dis que l'informel est tellement puissant que ce n'est pas évident que c'est avec un gouvernement pareil où les ministres
se chamaillent et se tirent dans les pattes qu'on va réussir à s'en sortir aussi facilement. Karim Kabir, merci beaucoup. Cette émission arrive à son terme. Nabil Ferguenis, merci beaucoup. Karim Kabir, merci beaucoup. Je suggère à nos invités à l'avenir, quand ils sont invités à nos émissions, de nous donner des numéros de téléphone qui ne sont pas les leurs. Comme ça, ils ne seront pas coupés à chaque fois et qui pourront pouvoir s'exprimer en toute liberté, en direct ou même en enregistré, en différé de temps en temps quand ça se passe. Sinon, j'aurais voulu conclure par une petite chose toute simple au sujet de ces bureaux de change, justement, les bureaux de change parallèles où les gens échangent des dizaines de millions de dollars ou d'euros tous les jours dans toute l'Algérie. Dans toutes les villes d'Algérie, il y a des gens, des cambistes, comme on dit, qui vous changent sans vous connaître, hein, et devant la police, sous les yeux de la police, sous les yeux de tout le monde. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Et pourquoi c'est impossible que ça change? Parce que, allez, comme ça, hein, à la louche, au moins 80% des devises qu'ils vendent sont destinées aux barons du régime, aux clientèles du régime, qui n'ont pas besoin de dinars. Ils engrangent des centaines, des milliards de dinars. Ils n'en ont rien à faire. Ils les transforment en devises pour les envoyer dans leur banque de là-bas, dans leur résidence de là-bas, pour amasser suffisamment d'argent pour le jour où il faudra partir. Et donc, ils n'y toucheront jamais. Ce sont leurs bureaux de change personnels. Merci. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Bqaw ala khair, bislama.